Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture hebdomadaire où il est question des livres que je suis en train de lire, que j'ai terminé, que j'ai à peine commencé, bref, une sorte de moment de pause, d'arrêt, où il s'agit de reprendre les livres qui nous occupent, qui m'occupent, et de dire ce qui se passe en moi, ce qui se passe avec ces livres, et puis de le partager ici avec qui veut bien écouter ce que j'ai à dire. Alors cette semaine, il y a plusieurs livres, plusieurs que j'ai terminés, d'autres que j'ai poursuivis. Donc ça fait une pile assez importante que voici. Et il y a là-dedans, donc, comme vous pouvez le voir, quelques bandes dessinées, mais aussi quelques livres qui sont de l'ordre du roman, de l'essai, etc., etc. Bref, on va un peu parcourir tout ça. Dans quel ordre ? Peut-être en commençant par ce qui m'a occupé en ce début de vacances, puisque je suis en vacances, alors on voyage. Je n'ai pas quitté ma bulle, enfin un petit peu, mais très peu, et sans m'éloigner par exemple vers les îles éparses, un livre d'Olivier Rollin que j'ai lu, assez bref livre avec ce style d'Olivier Rollin qui est très libre, avec toutes ces parenthèses, ces réflexions sur un voyage. Il a pris des notes pendant qu'il se retrouvait avec un équipage de la marine nationale française près de ces îles éparses qui se trouvent dans le golfe du Mozambique, non loin de Madagascar, de Mayotte, etc. Mais des petites îles quasiment pas peuplées ou peuplées uniquement par des militaires, et où il accompagne ce monde des militaires qui n'est pas le sien, un monde beaucoup plus jeune que lui a déjà beaucoup d'expérience. Je ne sais pas exactement son âge, mais oui, je peux le deviner puisqu'il est né en 1947. Donc, effectivement, il n'est plus tout jeune, contrairement aux marins qu'il côtoie. Et donc lui, il décrit un peu cette vie des marins, une sorte d'expérience, d'observation d'un monde qui n'est pas le sien, mais aussi évidemment ce monde des îles éparses, des lieux qu'il arpente. Non seulement ces îles, mais il se retrouve en Afrique du Sud, à Durban par exemple, pendant un temps beaucoup trop long pour lui. Et donc il y a tout le voyage, avec les livres aussi qui y sont reliés, avec les paysages, avec les oiseaux, les animaux, etc. Et même des dessins de certaines de ces îles éparses, Juan de Nova par exemple, ici. Et on lit avec quelque chose qui est de l'ordre de la flânerie presque. Il n'y a pas une sorte de construction ultra rigoureuse. Il y a des carnets, des prises de notes pendant le voyage, et puis après, ça s'élabore, ça se reconstruit par la suite, me semble-t-il. En tout cas, il y a des traces de cette manière de travailler qui sont présentes, et puis qu'il explique dans d'autres livres, par exemple Extérieur Monde, dont j'ai déjà parlé. Alors que lire de ce passage-là ? Par exemple, il raconte aussi les histoires des lieux, les coins qu'il voit. Par exemple, il se trouve donc sur l'île de Juan de Nova, avec la date précise, le 1er février 2022. Il dessine une maison. Et voilà, tout d'un coup, la nécessité d'explorer ce qu'est cette maison et ce qu'a été cette maison. Non loin de la plage de débarquement, sous les Philaos, une maison carrée à 2 étages, bâtie en blocs de corail sous un toit de
tôle qui part en loch se dresse sur une plateforme à laquelle on accède par une dizaine de degrés de pierre. Des escaliers de fer dessinent un grand chevron rouillé sur les façades nord et sud et permettaient plutôt, car les marches en bois ont disparu, d'accéder via 2 petits balcons à l'étage supérieur. La végétation mange un peu tout ça. Il n'y a plus ni plancher, ni porte, ni volets ou fenêtres, mais l'ensemble tient debout, insolite. Évidemment, c'est un lieu extrêmement attirant pour qui aime imaginer des histoires ou retrouver les histoires réelles qui ont pu s'y passer. Des corbeaux pie y gîtent. C'est la maison Patureau, improprement nommée car le colon qui la fit construire en 1911 s'appelait Auguste Hercher. Ce qui l'intéressait, cet homme, à Juan de Nova, donc c'est une des îles éparses dont il est question ici, c'était le guano. C'est-à-dire, et là il y a une petite parenthèse, quand on entend ce mot guano, on pense immédiatement, et Olivier Rollin y pense, mais évidemment, c'est aussi mon cas, les Dupont et tous ceux qui ont lu le Temple du Soleil s'en souviennent. La fiente d'oiseaux de mer entassés en couches prodigieuses qui constituaient à l'époque un engrais phosphaté très recherché, et aussi le copra, tiré des cocotiers, d'où on extrait une huile qui sert d'ingrédient à des tas de choses, savon, etc. Mais ne nous égarons pas, il y a une tendance chez Olivier Rollin à s'égarer justement, à s'éparpiller près de ces îles éparses. La maison a pris le nom du successeur de Hercher après la Seconde Guerre mondiale, un certain Hector Patureau, ou Patureau, soit avec EAU, soit avec AU, j'ai trouvé les 2 orthographes. Citoyen franco-mauricien qui voit les choses en grand. C'est un chef, un vrai. Sa société française des îles Malgaches, Sofim, recrute des travailleurs, mieux vaut dire des esclaves, à Maurice et aux Seychelles. Il fait construire un wharf, une voie de chemin de fer, de Decauville. Une voie de chemin de fer de Decauville, oui, c'est le nom de la voie de chemin de fer. Il y a un plaisir des noms propres aussi qui est présent ici, même si moi je ne sais pas trop ce que c'est qu'une voie de chemin de fer de Decauville, ça doit être le nom de quelqu'un qui a fait des chemins de fer. Des entrepôts, une centrale électrique, un atelier de concassage. Des épaves dans les broussailles témoignent de ce rêve colonial, ici, sous un hangar dont ne subsiste que l'armature métallique, les ferrailles d'une antique machinerie anglaise. Là, un wagonnet plein de papillons, renversés sous les palétuviers, qui évoquent la banne d'une grue chargée d'orchidées, la tuyauterie des pompes bouchées par une colonie d'iguanes. Là, on a des passages en italique, parce qu'il y a toujours des livres qui accompagnent Olivier Rollin. Les ruines rongées par la jungle du Panama de Blaise Cendrars. Quand il demeure dans la maison rebaptisée Coin de France, le seigneur de l'île se fait, paraît-il, servir par des domestiques en gants blancs et nœuds papillons noirs. Même si le matériau qu'il exploite, la merde d'oiseaux, est un peu moins noble peut-être, se prend-il pour Atwater, le maître des pêcheurs de perles imaginé par Stevenson, dans le creux de la vague, dont la table sur son atoll perdu est chargée de porcelaine et de cristaux et des meilleurs vins d'Europe. Voilà un peu l'ambiance dans laquelle on se trouve sur ces îles éparses, puis il y a le cimetière qui est visité aussi, et puis on reprend le bateau et on quitte ces marins, cette vie étrange, qui garde quelque chose effectivement du temps des colonies, le temps qui est dépassé depuis longtemps, et dont on sait les horreurs. Et cette question-là, elle occupe d'autres livres dont je vais parler dans mes lectures de la semaine, livres qui, eux, ne sont pas des livres d'aujourd'hui. Vers les îles éparses, on a vu que le dessin datait de 2022 et le livre est paru, lui, en 2025, c'est-à-dire l'année même où je suis en train
de le lire. Mais les livres beaucoup plus récents, beaucoup plus anciens plutôt, celui-là est récent et les autres sont plus anciens, 2 livres d'auteurs qui écrivent à peu près en même temps dans les années 1950 et qui sont dans ce monde colonial, qui y sont et qui voient bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Et on quitte les îles pour arriver sur le continent africain avec donc d'abord Les Racines du ciel de Romain Gary, et puis je parlerai des actuels 3 qui concernent l'Algérie chez Albert Camus. Alors Romain Gary, Les Racines du ciel, c'est son premier prix Goncourt en 1956, si je ne me trompe pas, oui, 1956, raconte dans un monde encore colonial, puisque la décolonisation des territoires africains appartenant à la France, cette Afrique équatoriale française où on se trouve, ne date que de 1960, donc quelques années après, mais évidemment c'est en train de se fissurer largement à cette époque-là, mais il raconte donc ce monde colonial. Il y a tout cet univers de gouverneurs, de personnages un peu interlopes qui se retrouvent en Afrique parce que ils sont plus tout à fait les bienvenus en Europe, et des personnages qui ont aussi peut-être été pas tout à fait du bon côté durant la Deuxième Guerre mondiale qui vient de s'achever ou s'est achevée il y a 10 ans. Et donc on se retrouve dans cette ambiance-là, mais ce qui est au cœur de ce livre, c'est le massacre des éléphants qu'on voit ici sur la couverture, et le combat d'un certain Morel qui paraît complètement bizarre aux gens qui se retrouvent là, aux officiels notamment, mais à d'autres aventuriers qui sont en Afrique et qui se demandent mais que vient faire ce Morel pour défendre les éléphants? Est-ce que ce ne serait pas une manière de misanthropie, de dire du mal de l'homme, de l'être humain, et de choisir l'animal contre l'homme? Évidemment, lui va plus loin que ça, la défense de la nature dont nous sommes membres. Aujourd'hui, c'est des questions qui sont au cœur de notre réflexion, mais à l'époque, c'est tout à fait nouveau, ça, s'intéresser à ce qu'on appelle l'écologie. Le terme est présent, mais il est mal compris. Et Romain Gary, justement, ici, écrit ce que d'aucuns ont appelé le premier roman écologique. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais il y a de cela. Il y a aussi un personnage extrêmement intéressant qui est celui de Mina. Mina qui est la serveuse d'un lieu qui s'appelle le Tchadien, perdu semble-t-il au milieu de nulle part, mais où on va boire. C'est une serveuse, une ancienne fille, j'allais dire fille perdue, je sais pas si c'est le bon terme, mais on sait pas trop ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait dans son passé, du striptease, peut-être de la prostitution. On nous raconte qu'à la fin de la guerre, en Allemagne, c'est une Allemande, elle a été violée par des Russes, mais elle est tombée amoureuse aussi d'un officier russe. Bref, un personnage assez étrange, que la vie n'a pas épargné, et puis qui se retrouve là et qui, elle aussi, est touchée par cette histoire de Morel qui veut défendre les éléphants et qui, pour ce faire, n'hésite pas à maltraiter ceux qui chassent les éléphants, ceux qui sont au cœur de ces massacres et de ce commerce qui a lieu là autour. Voici un passage où précisément Morel et Mina se rencontrent. Il l'a suivi jusqu'au bar.
elle donna des ordres aux boys qui s'affairèrent autour de Vries. De Vries est un personnage qui a été maltraité, qui a été battu par Morel, qui vient quand même pour qu'on le soigne. Donc c'est pas quelqu'un qui tue des gens, mais c'est pas loin quand même. Puis ils demeurèrent un moment sans se parler. Appuyée contre le mur, les bras croisés, elle le regardait gravement. Il baissait la tête, tournant et retournant son verre sur le comptoir. Elle attendait, tranquille, avec une assurance extraordinaire. Et il lutta un moment contre cet appel muet. Puis il tourna les yeux vers le fleuve, vers l'autre rive. Il y avait là, comme dans tout paysage africain, une place immense à prendre, une place illimitée et comme mystérieusement désertée par quelque présence formidable. Cela évoquait irrésistiblement l'image de quelques bêtes préhistoriques aujourd'hui disparues, à la mesure de cet espace vide et abandonné qui paraissait réclamer son retour. Il sourit et se mit à lui parler doucement, gentiment, un peu comme on parle aux enfants. Il ne lui dit ni qui il était, ni d'où il venait, mais lui parla des éléphants, comme si c'était la seule chose qui comptait. C'était par dizaines de milliers, dit-il, que les éléphants étaient abattus chaque année en Afrique, 30 000 l'année dernière, et il était décidé à tout faire pour empêcher ces crimes de continuer. Voilà pourquoi il était venu au Tchad. Il avait entrepris une campagne pour la défense des éléphants. Tous ceux qui ont vu ces bêtes magnifiques en marche à travers les derniers grands espaces libres du monde savent qu'il y a là une dimension de vie à sauver. La conférence pour la protection de la faune africaine allait se réunir bientôt au Congo et il était prêt à remuer ciel et terre pour obtenir les mesures nécessaires. Il savait bien que les troupeaux n'étaient pas menacés uniquement par les chasseurs. Il y avait aussi le déboisement, la multiplication des terres cultivées, le progrès, quoi. Tout ça est aujourd'hui au cœur de ce qui se passe précisément dans notre monde. Mais la chasse était évidemment ce qu'il y avait de plus ignoble et c'était par là qu'il fallait commencer. Savait-elle, par exemple, qu'un éléphant tombé dans un piège agonisait souvent empalé sur des pieux pendant des jours et des jours, que la chasse au feu était encore pratiquée par les indigènes sur une large échelle et qu'il lui était arrivé de tomber sur les carcasses de 6 éléphantaux victimes d'un feu auquel les bêtes adultes avaient pu échapper grâce à leur taille et à leur rapidité. Et savait-elle que des troupeaux entiers d'éléphants s'échappaient quelquefois de la savane, enflammés, brûlés jusqu'au ventre, et qu'ils souffraient pendant des semaines. Il avait entendu pendant des nuits entières les cris de ces bêtes blessées. Savait-elle que la contrebande de l'ivoire était pratiquée sur une grande échelle par les marchands arabes et asiatiques qui poussaient les tribus au braconnage, des milliers de tonnes d'ivoire vendues chaque année à Hong Kong, 30 000 éléphants par an, pouvait-on réfléchir un instant à ce que cela représente sans avoir envie de saisir un fusil et de se mettre du côté des survivants? Savait-elle qu'un homme comme Haas, fournisseur choyé de la plupart des grands zoos, voyait crever sous ses yeux au moins la moitié des éléphants qu'il capturait? Les indigènes, eux, au moins, avaient des excuses. Il n'y avait pas assez de protéines dans leur régime alimentaire. Ils abattaient les éléphants pour les manger. C'était pour eux de la viande. La préservation des éléphants exigeait donc en premier lieu l'élévation du niveau de vie en Afrique, condition préalable de toute campagne sérieuse pour la protection de la nature. Mais les Blancs, la chasse sportive, il y a des guillemets ici, pour la beauté du coup de fusil. Il avait élevé la voix et son doux regard brun avait pris une expression de détresse plus explicite que tous les mots, car elle avait compris tout de suite, dès le premier accent et sans la moindre hésitation, c'était encore une histoire de solitude. Voilà un extrait qui montre bien l'engagement de ce Morel
quand il parle ici à Mini, et qui montre aussi extrêmement bien l'engagement de Romain Gary lui-même. Là, on sent qu'il y met toute son âme face à cette horreur qu'est le massacre des éléphants, mais aussi la colonisation. Il y a une dénonciation de la colonisation dans cette Afrique, dans le Tchad, ici. Alors, à la même époque, Albert Camus écrit, lui, sur l'Algérie, avec une différence fondamentale par rapport à Romain Gary, c'est que l'Algérie, Albert Camus y est né, et que c'est sa terre. Et lui ne parle pas vraiment des animaux, mais des humains dans ses chroniques algériennes, actuelles 3. Et la position de Camus sur les questions algériennes entre les années 30, où on a les premiers textes, et les années 50, la fin des années 50, est une position problématique peut-être, ambiguë, sans doute, qui essaye de trouver un équilibre entre les Français et les indigènes, entre les Algériens et les colonisateurs qui sont là depuis longtemps, dont il fait partie, sans avoir été évidemment lui-même un colonisateur au sens direct du terme. Il est né là-bas d'ascendance française. Et donc, on a évidemment ici, dans ces chroniques algériennes, l'évolution aussi d'une pensée qui se tient sur un fil, qui ne renonce pas tout à fait à la colonisation de l'Algérie, qui ne peut pas y renoncer. Qu'aurait dit Albert Camus à l'indépendance de l'Algérie en 1962 ? On ne sait pas. La mort en 1960 l'a empêché d'aller plus loin dans sa réflexion. Se serait-il braqué sur l'idée que l'Algérie devait rester française? Aurait-il évolué comme des gens comme le général de Gaulle qui finalement a changé de posture assez radicalement? Je ne sais pas. Il est, je crois, impossible de le dire. Ce qui est sûr, c'est que il y a ce déchirement intime aussi chez Camus qui est présent. Dans l'avant-propos, il essaye justement de dire qu'au fond, ce qu'il refuse, c'est la violence. Il faudrait trouver le moyen que l'Algérie soit un lieu où les Français et les Arabes et les indigènes puissent vivre ensemble. Voilà ce qu'il espérait. Évidemment, ça ne s'est pas passé. À l'indépendance, les pieds noirs, les habitants français d'Algérie ont dû partir. Mais c'est ce qu'il essaye de dire. Je n'ai jamais cessé de dire, on le verra dans ce livre, que ces deux condamnations, il condamne la violence des deux côtés, ne pouvaient se séparer si l'on voulait être efficace. C'est ce qu'il fait aussi d'ailleurs dans la guerre froide. Il dénonce autant les violences du côté communiste que du côté capitaliste. C'est pourquoi il m'a paru à la fois indécent et nuisible de crier contre les tortures en même temps que ceux qui ont très bien digéré Melouza ou la mutilation des enfants européens. Donc le terrorisme contre les Européens et la torture contre les militants du FLN par exemple, tous les deux, il faut les dénoncer, d'après lui. Comme il m'a paru nuisible et indécent d'aller condamner le terrorisme aux côtés de ceux qui trouvent la torture légère à porter. La vérité, hélas, n'est qu'une partie de notre opinion, ou c'est qu'une partie de notre opinion pense obscurément que les Arabes ont acquis le droit, d'une certaine manière, d'égorger et de mutiler, tandis qu'une autre partie accepte de légitimer, d'une certaine manière, tous les excès. Évidemment, les échos avec ce qui se passe aujourd'hui sont extrêmement nombreux. Il développe ceci dans la suite. Alors, je n'ai pas tout à fait terminé cette lecture-là. Il y a tout un reportage
de 1939 sur la misère de la Kabylie, où il dénonce la manière dont sont traités les Kabyles par le gouvernement colonisateur français, puis des questions plus proches de la date de parution de ce livre-là, donc qui va jusqu'en 1958, crise en Algérie, en 1945 déjà, et puis malaise politique, qui lui aussi est réfléchi. Il écrit aussi, et j'ai trouvé ce passage assez intéressant, une lettre à un militant algérien, un certain Kessous, Aziz Kessous, socialiste algérien. Et voilà ce qu'il lui écrit, et beaucoup de choses me paraissent aujourd'hui encore nous parler. Mon cher Kessous, j'ai trouvé vos lettres à mon retour de vacances et je crains que mon approbation ne vienne bien tard. J'ai pourtant besoin de vous la dire, car vous me croyez sans peine si je vous dis que j'ai mal à l'Algérie en ce moment, comme d'autres ont mal aux poumons. Et depuis le 20 août, je suis prêt à désespérer. Donc on est ici en 1955. Supposer que les Français d'Algérie puissent maintenant oublier les massacres de Philippeville et d'ailleurs, ce n'est rien connaître au cœur humain. Supposer inversement que la répression, une fois déclenchée, puisse susciter dans les masses arabes la confiance et l'estime envers la France, est un autre genre de folie. Nous voilà donc dressés les uns contre les autres, voués à nous faire le plus de mal possible, inexpiablement. Cette idée m'est insupportable et empoisonne aujourd'hui toutes mes journées. Et cette phrase-là, ce paragraphe-là que je viens de lire, j'ai l'impression qu'on pourrait aujourd'hui le remplacer, supposer que les Israéliens puissent maintenant oublier les massacres du 7 octobre. C'est ne rien comprendre au cœur humain. Supposer inversement que la répression, une fois déclenchée, puisse susciter dans les masses arabes palestiniennes la confiance et l'estime envers Israël est un autre genre de folie. Et cette pensée-là qui essaye de faire en sorte de retrouver la paix, c'est bien de ça dont il s'agit, elle est extrêmement difficile à tenir et elle est extrême, et Camus sera beaucoup critiqué pour ça. Et pourtant, il faut trouver cette voie-là. En Algérie, ça a été très compliqué, ça l'est encore. Les relations entre la France et l'Algérie aujourd'hui encore sont extrêmement compliquées. Donc c'est un livre qui, même s'il date, est assez parlant pour notre temps, en tout cas donne à réfléchir sur ce qui se passe aussi aujourd'hui. Alors tout ceci sous fond de colonisation, peut-être bien qu'on peut le réfléchir aussi avec Danny Robert Dufour. J'ai lu cet essai qui s'appelle « Baise ton prochain, une histoire souterraine du capitalisme » qui se base sur un texte qu'on a en annexe, les recherches sur l'origine de la vertu morale de Bernard de Mandeville, 1714, et qui montre que le capitalisme dans lequel nous vivons est basé sur le vice de certains, sur la flatterie qui se fait également, et puis il y a toute une réflexion qui utilise des outils comme la psychanalyse, par exemple, pour montrer comment fonctionne le capitalisme, pour démonter certaines idées qu'on a parfois encore sur le capitalisme, notamment sur la place des très riches dans ce capitalisme-là, qui est une classe qui est au fond la classe qui domine, certes, mais qu'on présente comme la classe qui permet aux autres classes de bien vivre. Il faut que certains profitent du système et se gavent et soient prêts à toutes les manipulations, à tous les vices, pour que la société
puissent vivre de manière meilleure en général. La vertu étant favorisée, la vertu publique étant favorisée par le vice privé, hein, c'est ça l'idée fondamentale, notamment la théorie du ruissellement que Danny Robert Dufour, justement, démonte complètement. En faisant cet aller-retour entre 1714 et puis ce qui se passe aujourd'hui. Voilà ce qu'il écrit par exemple. Cette théorie du ruissellement est aujourd'hui largement reprise, notamment en France, par Emmanuel Macron, lorsqu'il célèbre les premiers de cordée. Il est recommandé de les rendre plus riches car ils tirent les autres, tous les autres, jusqu'au dernier. Et notamment, non seulement c'est recommandé, mais c'est ce qui se passe. Hein. Le moins qu'on puisse dire est que ce propos a été si mal reçu qu'il a déclenché une de ces jacqueries dont la France a le secret. Les derniers de cordée, généralement invisibles, eurent alors le génie signalétique de se revêtir du gilet jaune fluorescent des personnes sur lesquelles on peut compter en dernier ressort. Ils suggéraient par là que tout partait d'eux et qu'il ne fallait pas se représenter le ruissellement comme procédant d'une pyramide sociale, telle que la fortune du petit nombre des très riches aurait le bon goût de ruisseler par degrés descendant de plus en plus large jusqu'aux plus pauvres. Non, c'était bien plutôt une pyramide inversée qu'il fallait imaginer. Le capitalisme procéderait donc d'une prodigieuse architecture sociale. C'est une pyramide de Khéops posée sur la pointe, où les multiples petites richesses locales créées par les nombreux pauvres laborieux coulent de haut en bas pour se concentrer par degrés de plus en plus étroits vers la pointe du 1% ou du 1 pour 1000 des très riches. C'est la théorie du ruissellement inverse à la théorie qu'on veut nous présenter d'habitude. En d'autres termes, la théorie du ruissellement correspond à une inversion du réel. C'est là une de ces créations idéologiques destinées, disait Marx, à donner une image inversée du réel, un leurre en somme destiné à tenir les opprimés tranquilles. Voilà une réflexion que j'ai trouvée très intéressante, comme d'autres qui peuplent ce livre, Faire jouir Dieu et le monde. Le véritable plan de Dieu, quel est-il ? Mandeville soutient qu'il s'agit là du véritable plan de Dieu, qu'il rend obsolètes les plans intérieurs qu'on lui prêtait indûment. Exit les saints. Ils ont échoué à sauver les hommes comme on voulait le croire jusqu'alors. Exit l'idée de compresser le mal à son étiage minimal afin d'exaucer le bien à son niveau optimal. Il n'y a rien d'autre sur terre après la chute, après l'expulsion hors du jardin d'Éden que le mal. Notre seule chance est donc de miser non sur les meilleurs, les saints, le Morel de Romain Gary, mais sur les pires d'entre les hommes, les pervers. Car eux seuls pourront produire sans vergogne de la richesse pour leur propre compte et en faire peu ou prou profiter les autres. Il faut donc remercier Dieu, d'après Mandeville, qui n'a pas permis sans raison que les hommes qui se sont eux-mêmes déchus soient vicieux. De leur vice peut surgir la seule vertu à quoi peuvent encore prétendre les hommes, la richesse. C'est là l'annonce d'un tout autre monde, un monde où seuls les pervers s'avèrent finalement capables de ravir Dieu, autrement dit de le faire jouir. Il n'y a en effet qu'eux qui peuvent amener le monde terrestre, ce monde chu, vers le bonheur temporel, le transformant ainsi en un quasi-paradis sur terre. Là, on a un portrait de Donald Trump et de ce que pensent notamment les évangélistes américains. Là, j'ai vu sur Arte récemment des reportages sur le poids de la pensée, de la religion évangélique fanatique.
qui pense véritablement ça, qui pense véritablement que, certes, Trump est un salopard, mais qu'il est voulu par Dieu, qu'il fait jouir Dieu, comme c'est dit ici. Et donc, il y a quelque chose qui est très parlant et qui, d'après Danny Robert Dufour, était déjà vu par ce Mandeville, qui était d'ailleurs un défenseur de cette idée-là, qu'il ne dénonçait pas, alors que lui, Danny Robert Dufour, aimerait bien qu'on se débarrasse de ces pervers qui nous gouvernent. Il y a l'idée que tout est transformé en merde. Bienvenue à Cloaca. C'est un de ces chapitres aussi. Que le lecteur se rassure, il est presque arrivé au bout de ses peines. Je suis arrivé au bout de mes peines puisque j'ai terminé. J'ai dit plus haut que le pervers capitaliste cache le trou du monde, son manque, la pénurie permanente, en y posant le super fétiche argent. J'ajoute ceci, et ce faisant, il couvre le monde de merde. Car l'argent, c'est de la merde parce que la merde, c'est de l'argent. Et il parle d'une installation artistique, Cloaca, qui, précisément, transforme l'argent en merde, par l'artiste belge Wim Delvoye, en 2000. Et donc, que faire face à ceci ? Face à ce monde transformé en merde, les pervers qui nous gouvernent, que font-ils ? On nous parle de l'idée, au fond, de partir. Une fois qu'on a transformé le monde en merde, une fois qu'on l'a détruit, et c'est ce qui se passe en tuant les éléphants. Là encore, on revient à Romain Gary, en tuant les gens dans les massacres que dénonce aussi Albert Camus. Eh bien, une fois qu'on l'a détruit, on va détruire d'autres mondes. Pourquoi les milliardaires aiment-ils soudainement, c'est la fin du livre ici que je vais lire, les voyages spatiaux? Pourquoi Jeff Bezos, le patron d'Amazon, première fortune mondiale, veut-il, avec son projet Blue Moon, conquérir la Lune? Pourquoi Elon Musk, milliardaire, veut-il, avec son projet Starship, établir des colonies martiennes? Pourquoi Richard Branson, milliardaire, veut-il, avec son projet Virgin Galactic, proposer des voyages touristiques dans l'espace? Bref, comment comprendre cette mode sidérante du voyage intersidéral qui saisit les milliardaires? Aller voir ailleurs, s'ils y sont, et constater ainsi leur puissance? Probable. Pourquoi pouvoir exploiter prochainement les ressources de la Lune et de Mars? Probable. Mais on ne peut écarter une autre raison, plus ou moins consciente. Ils veulent aussi pouvoir s'exfiltrer de la Terre, au cas où. Il voit bien que la Terre est en train de se détruire, ils participent massivement à cette destruction-là. Ils savent parfaitement que leur hyperclasse a souillé notre planète à un point tel qu'il leur vaut mieux prévoir la possibilité d'un départ rapide ne dépendant que de leurs propres moyens. Appelons cela l'effet Titanic. Quand ça coule, seule l'hyperclasse doit avoir accès au canot de sauvetage. On serait tenté de leur dire « Barrez-vous donc, et vite. Allez, si cela vous chante, cochonnez une autre planète, mais laissez-nous vivre sur Terre. » Voilà, je trouve ça extrêmement salutaire, ça fait du bien d'entendre ça, et puis de dire à ces gens de se casser. Cependant, au cas où vos belles fusées feraient pchit, nous sommes prêts à vous offrir un long, voire un très long voyage, un très long stage de recyclage chez nos amis les Indiens Jivaro, pour vous apprendre à parler aux éléments, aux arbres, à la pluie, aux bêtes et aux ancêtres. Chez les Jivaro, ou en Afrique, ou en Kabylie, ou vers les îles Éparses peut-être. Ou alors les ancêtres, c'est le dernier livre dont je vais parler aujourd'hui, ce serait Merlin l'Enchanteur. Voilà, réenchanter le monde. Alors, j'ai lu 4 bandes dessinées cette semaine autour de la quête de l'épée. L'épée, c'est évidemment Excalibur. Et comment a-t-elle été forgée dans ce moment de bascule
entre les religions anciennes et la religion chrétienne dans ce haut Moyen-Âge. Et on suit donc les aventures de Merlin, accompagné d'elfes, de nains, dans tout cet imaginaire qu'on voit si fréquemment aujourd'hui, avec la forteresse de Kunjir, avec Swerg, le maudit, un personnage qui est dans les marais, et puis Muréas, c'est aussi les dames du lac de feu. Et donc, ces bandes dessinées autour du personnage de Merlin nous permettent de visiter un aspect de ces légendes arthuriennes où Merlin joue un rôle important qui est souvent ignoré. On est avant Arthur, puisqu'on va forger Excalibur. Donc, il n'y a pas encore eu l'avènement du roi qui va réunir les différents royaumes, qui va jouer un rôle essentiel, qui va mener la quête du Graal, etc. On est avant, mais on est dans cette même mythologie avec des personnages un peu inquiétants qui sont présents ici, des histoires évidemment pleines de fracas. On passe de la tempête de neige à la lave en fusion. Lave en fusion parce que l'épée sera forgée avec de la lave de dragon. Et les œufs de dragon apparaissent et Merlin, encore jeune ici, se retrouve devenu une sorte de personnage quasi divin. Et donc, on suit cette histoire-là, pleine de fureur, de sang, de mort, avec beaucoup d'intérêt. Évidemment, toujours cette fantaisie, on appelle ce genre la fantaisie, pas pour rien, parce que ça raconte plein de choses, et ça invente à partir de fonds de légendes qui parfois sont sans doute quelques allusions, et tout d'un coup on crée un monde fantastique. Encore un terme pour parler de cet univers-là, où des dieux très anciens, ou des bêtes étranges sont elles aussi à l'œuvre, où la violence est très grande, mais aussi l'amour de Merlin, la mort, etc. Ces grands thèmes qui nous parlent, la réalité transformée dans des marais où jadis eurent lieu de grandes batailles, etc. Bref, j'ai eu beaucoup de plaisir à me plonger chez Istin de Mar et Cordurier dans cette histoire de Merlin. Voilà encore une image qui montre bien cette aventure dans laquelle je me suis embarqué. La lecture est toujours une forme d'aventure. Voilà, c'était ce que je pouvais dire sur les livres qui ont occupé cette dernière semaine. Un tas assez imposant. Certains, je vais en reparler. Je reviendrai sur Romain Gary et Albert Camus, qui sont toujours en cours de lecture. Et puis d'autres, je vais les reposer. Et puis évidemment, il y aura quelques nouveautés. Il y a, j'en ai pas parlé, toujours mes relectures de Julien Gracq et de Stéphane Mallarmé. Et le monde des livres, toujours si exaltant. Au revoir et à la semaine prochaine.